Donc maintenant, nous allons parler de le déploiement de l'immersive learning dans une entreprise quand même d'envergure, qui est l'entreprise Michelin. Avec Tinsin, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça a l'air de marcher. On m'entend correctement, tout va bien, parfait. Enchanté. Donc moi, je m'appelle Tinsin Polonna, je suis directeur académie et services pour la société Uptail. Donc je vais vous présenter très rapidement qui on est et tout. Moi, je suis principalement en charge du déploiement de nos clients, et c'est justement ça qui va être intéressant, c'est justement de voir comment est-ce que la notion d'immersive learning, qui est quand même une modalité de formation dont on entend de plus en plus parler, mais qui souvent s'arrête à une phase de pilote, comment est-ce que justement une vraie entreprise a réussi à intégrer ça comme une vraie pratique de formation. Alors, on va vérifier si le clicker marche. Je suis désolé, je ne suis pas très fort sur cette technique-là. Ça a l'air de marcher, tout va très bien. Donc en quelques mots, Uptail, qui on est? Donc on est une start-up qui existons depuis maintenant bientôt 6 ans. Donc quelques chiffres, 5 ans d'existence en termes d'anniversaire, mais le projet avait commencé 1 an avant. On en est maintenant en termes d'environ 50 000 apprenants uniques qui ont été formés en utilisant de la technologie Uptail au sein de nos clients. Environ 3 000 créateurs d'expériences. Je vous expliquerai pourquoi je parle de créateurs d'expériences, parce qu'on n'est pas du tout une agence. Plus de 20 000 expériences de formation en immersive learning qui ont été créées par nos créateurs depuis le début de la société. Et on a maintenant à peu près environ plus de 200 clients, dont un petit panel que vous avez ici. En termes de grands comptes, on a plus de 100 comptes différents qui représentent vraiment des grands comptes du CAC 40 qui vont vraiment utiliser de l'immersive learning. Donc peut-être que certains dans la salle reconnaîtront leur logo, je ne sais pas, c'est possible. Mais l'idée, donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est principalement pour vous dire que depuis 5 ans, on a vu beaucoup de choses différentes d'un point de vue utilisation de la réalité virtuelle en formation. Déjà, notamment sur tout ce qui est environnement industriel, le besoin de formation qui est présent, tout ce qui est notion en fait d'avoir cette notion d'entreprise auto-apprenante. Pourquoi est-ce qu'on parle d'entreprise auto-apprenante? Souvent dans les environnements industriels, la notion de compétences et de transfert de compétences, c'est parfois très compliqué parce que ce sont souvent des compétences qui sont spécifiques à l'entreprise en elle-même. Et donc on va se retrouver vraiment avec des problématiques pour ce transfert de compétences, notamment tout ce qui est notion de rotation des personnes, qui change souvent très rapidement, quand on va prendre souvent, par exemple, dans des environnements avec énormément de public intérimaire. Tout ce qui va être notion de rotation des compétences aussi, adaptation, tout ce qui est changement, conduite du changement, notamment dans ce type d'environnement. Et bien sûr, on est sur des compétences qui sont à risque, c'est-à-dire que ce sont souvent des compétences vraiment spécifiques à une entreprise. Donc, vous n'avez pas toujours la facilité de retrouver la même compétence à un autre endroit ou que ce soit un intervenant externe qui va vous apporter cette compétence-là. Donc on a le besoin de cette notion d'entreprise auto-apprenante, c'est-à-dire que les gens de l'entreprise doivent être capables de pouvoir former les personnes qui sont dans l'entreprise et qui arrivent dans l'entreprise. Donc, la problématique, c'est qu'on doit pouvoir transmettre cette compétence de manière simple, parce que les personnes qui ont la compétence ne sont pas toujours les personnes qui ont les capacités ou même le temps d'aller créer des modules de formation, des choses de ce genre-là. Donc on doit pouvoir faire ça de manière simple, de manière efficace et surtout en toute autonomie, parce que l'idée c'est de ne pas forcément avoir l'obligation de passer par des entreprises externes ou des agences externes pour pouvoir faire passer ses propres compétences à soi. Donc l'enjeu que nous on trouve très important, c'est vraiment de développer cette notion, cet état d'esprit d'entreprise auto-apprenante, mais en utilisant la force du digital. Parce que le digital learning, on est un peu, c'est un peu l'endroit. Le digital learning, ça a ses forces, mais ça a aussi ses faiblesses. Mais ça a de grandes forces pour pouvoir permettre la formation de manière efficace et rapide. Mais il y a quand même beaucoup de faiblesses là-dedans. On va prendre un point très simple. Déjà, quand vous êtes dans un environnement, par exemple un environnement industriel, la montée en compétences des techniciens, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, la disponibilité des techniciens, la disponibilité des personnes qui ont la connaissance. Vous avez ensuite la notion de la disponibilité tout simplement de l'équipement, de la situation. Si vous voulez former sur une machine, il faut avoir la machine à disposition. Et donc, il ne faut pas déranger la production, par exemple.
ce qui peut être parfois très compliqué quand vous êtes dans une entreprise avec du flux tendu, des 3.8, etc., etc. La disponibilité des situations aussi, parce qu'on va vouloir former par exemple sur de la sécurité. Si on veut former sur de la sécurité, il faut pouvoir simuler des situations de sécurité, ce qui n'est pas toujours simple à faire dans la réalité d'un point de vue logistique. Et vous avez toutes les contraintes aussi, si vous êtes notamment sur un groupe international, tout ce qui va être contrainte de logistique, de déplacement, de lieu, de langue, etc., etc. Là, on va commencer à rencontrer des problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Si jamais vous êtes dans un constructeur automobile, vous avez une ligne de moteur, une ligne de production qui est en France, et ensuite vous avez la même ligne de production qui est en Pologne, c'est quand même pas facile de faire déplacer des gens pour qu'ils puissent voir les choses, se former et avoir le même niveau de compétence, le même standard auprès de tout le monde. Mais si on parle de digital, c'est quoi les limites du digital dans ce type d'environnement ? Dans ce type d'environnement, vous allez avoir des limites qui sont liées aux limites intrinsèques du digital et qui parfois pour la réalité terrain ne correspondent pas. Si vous faites du e-learning classique ou un PowerPoint, c'est difficile d'être très fidèle aux situations du réel, à vraiment la réalité du terrain. Juste en se basant sur des photos ou une description en 2D des choses, on ne peut pas toujours rendre très facilement cette réalité du terrain. Le format n'est pas toujours adapté à l'environnement industriel. Tout le monde n'a pas accès à un ordinateur dans une usine. Tout le monde n'a pas accès à une plateforme e-learning à l'intérieur d'un environnement tel que celui-là, quand on travaille vraiment, quand on est opérateur dans une usine. Le e-learning, c'est quand même très difficile à faire apprécier et à faire accepter par du public col bleu. Tout ce qui est technicien et tout, leur mettre devant un e-learning qui leur explique des choses, c'est quand même pas très simple d'avoir cette appropriation qui va être liée à ça. Donc vous avez aussi cette difficulté d'appropriation de l'outil digital, bien entendu. C'est pas toujours des publics qui sont habitués à ce type d'outils. Et enfin, l'efficacité d'un e-learning classique en 2D sur des situations concrètes et réelles, ça a quand même peu d'efficacité. On va peut-être pouvoir approcher une notion d'apprentissage par cœur, mais comment est-ce qu'on va asseoir le côté apprentissage comportemental ou toute la notion même de geste ou de notion réelle, c'est beaucoup plus complexe. C'est là que l'immersive learning, c'est intéressant. J'imagine, alors je vais poser une question très simple déjà à tout le monde, je vais vous inviter à lever la main. Et d'ailleurs, on m'avait conseillé de ne pas trop rester sur le côté droit parce qu'en effet, j'entends toute cette partie-là, donc je vais me permettre de me décaler un tout petit peu. Je vais poser une question, je vais vous inviter à lever la main. Qui parmi vous a déjà utilisé de la réalité virtuelle en formation ? Ok. Alors, les gens d'Uptail, vous baissez la main, vous trichez. Donc, ok, on a donc un certain nombre. Qui parmi vous a déjà déployé de la réalité virtuelle dans son organisation en termes de formation ? Ok, on a un peu moins de mains. Qui parmi vous est sorti d'un cadre juste pilote d'utiliser de la réalité virtuelle et qui maintenant l'utilise véritablement ? Ok, on a un peu moins de mains encore. Voilà. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous pose cette question ? Parce que l'immersive learning, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une modalité de formation qui est très intéressante. Les chiffres que vous voyez là sont basés sur une étude de PwC qui a fait une recherche qui est sortie l'année dernière par rapport à l'impact de la réalité virtuelle en formation. On a certains leviers en termes de formation qui sont quand même très efficaces. Je prends un exemple tout bête, la notion d'attention. C'est très facile quand on regarde son e-learning d'aller regarder ses mails et ses SMS et de ne pas avoir toute son attention sur sa formation. C'est très facile de le faire aussi quand on a un formateur en face de nous. Ne vous inquiétez pas, je ne vise personne. Quand on est dans un casque de réalité virtuelle, c'est quand même plus compliqué. On a toute son attention parce qu'on est téléporté, on est projeté dans son environnement de formation et donc on a toute son attention qui est dessus. D'un point de vue rétention de connaissances, la réalité virtuelle, c'est quand même adapté à une notion de mise en pratique. On est là pour faire de la simulation. Donc, on rend acteur notre apprenant, donc beaucoup plus de rétention de connaissances. D'un point de vue engagement, ça reste les codes du jeu vidéo. Ça reste énormément de gamification, donc beaucoup plus d'engagement de la part de nos apprenants. Ça reste du digital. Vous avez la notion de répétition. Vous pouvez faire, refaire, refaire autant de fois que vous souhaitez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous voulez faire des formations sécurité, c'est quand même plus pratique de les faire passer dans des situations virtuelles dangereuses que de le faire dans la réalité. En tout cas, je ne vous conseille pas de le faire. Et nous, une des parties qui pour nous est la plus importante, c'est la notion d'émotion. La réalité virtuelle, c'est un moyen de faire ressentir des émotions à vos apprenants, justement parce que vous leur faites vivre des situations. Et l'émotion, c'est un facteur clé d'ancrage mémoriel. Si vous voulez faire de la formation sécurité
et vous voulez dire à quelqu'un de ne pas traverser les voies sans regarder à gauche, à droite, des voies de train par exemple, ben, faites-lui se prendre un train dans la tronche. Véritable exemple, ça a été fait chez Alstom. Je ne sais pas comment ils ont fait pour leur caméra 360, mais elle avait l'air d'être vivante à la fin. Vous voulez expliquer à une personne sur de la relation client comment faire pour gérer un client énervé? Au lieu de juste lui dire « faites ça, 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 ça », mettez-lui le client énervé à 50 cm du visage en train de lui gueuler dessus et demandez-lui de prendre une décision. Il se rappellera beaucoup plus de la décision qu'il aura prise parce qu'il aura eu l'impression de le faire véritablement. Donc l'immersif, c'est très intéressant. C'est une modalité très intéressante. Par contre, je ne serai pas là à vous dire que c'est une modalité qui est faite pour remplacer d'autres modalités. C'est une autre corde à l'arc du concepteur pédagogique. Ça permet d'accélérer, d'impacter encore plus votre parcours, votre formation digitale en apportant ce côté mise en pratique. Mais, parce qu'il y a un mais, vous avez peut-être vu cette pub-là à un moment quelque part, dans le métro ou des fois à la télé. Vous savez, la promesse du metaverse de la part de Meta et de Zuckerberg. On pourra tous apprendre en réalité virtuelle, être projeté dans plein de situations, tout ça. Ok, c'est une très belle promesse. Bon, pourquoi ça reste qu'une promesse en l'état actuel des choses? Et pour ceux qui ont essayé de déployer de la réalité virtuelle et qui ont essayé de passer à l'échelle, forcément, vous avez certainement déjà rencontré ces écueils-là. Premièrement, la difficulté de conception. Quand on pense réalité virtuelle, 3D, tout ça, ça veut dire qu'il vous faut des développeurs, des graphistes, ça veut dire qu'il vous faut des serveurs, il vous faut des choses ultra complexes pour réussir à faire ça. C'est long, c'est cher, c'est coûteux. D'ailleurs, sur la notion de cher, le coût de conception. Quand on veut créer un jeu vidéo, c'est cher de créer un jeu vidéo. Forcément, c'est un problème. Le temps de création, créer des jeux vidéo, créer des espaces virtuels et faire toute la conception pédagogique liée à des espaces virtuels tels qu'on s'imagine dans le metaverse, c'est très long à faire et c'est compliqué à faire. Et si on parle du fait de sortir du cadre de pilote, le but c'est de faire en sorte que le maximum de personnes puissent y accéder. Y a toutes les difficultés de déploiement qui viennent derrière. Tout le monde ne peut pas avoir un casque de réalité virtuelle. C'est quand même un coût. Déjà, que tout le monde ait un smartphone, c'est compliqué. Dans une entreprise, que tout le monde ait un casque, ça devient encore plus compliqué. Et le coût du déploiement en lui-même, le coût des casques, le coût d'avoir tous les éléments des espaces dédiés à la réalité virtuelle et autres, c'est quand même très très cher. Donc ça, ce sont les freins que beaucoup de nos clients ont rencontrés sur les premières années, justement en arrivant sur la partie « j'ai fait un pilote, ok c'est cool, j'aime bien, j'aimerais bien maintenant que mon entreprise puisse en bénéficier ». C'est là que nous, on est arrivé avec une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'on a fait des choix technologiques chez Uptail. On a fait des choix de dire, OK, on va peut-être pas faire le truc ultra waouh en 3D et tout, mais on va faire quelque chose qui va vous permettre d'avoir le premier pied à l'intérieur de l'immersif et à l'intérieur du metaverse de formation tel qu'ils le disent. On a fait des choix, je ne vais pas rester longtemps sur cette slide parce que je ne suis pas là pour faire une présentation produit, mais on a fait des choix pour répondre à ces différents enjeux-là. On fait des choix de technologies 360 qui sont beaucoup plus simples à prendre, qui sont plus proches de la réalité. On a fait des choix de proposer une plateforme et une technologie que n'importe qui est capable d'utiliser. Et justement, quand je vais vous parler que n'importe qui est capable de l'utiliser, l'intérêt, ça va être justement le cas client dont je vais vous parler. Juste avant que je vous montre le cas client, je ne vais pas rester sur celle-là parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Quelques images à quoi ça ressemble en fait des expériences de formation en immersive learning avec Uptail. Comme vous voyez, tout est basé sur du 360. On est sur des photos et des vidéos qui vont prendre les vraies situations, la réalité. Et par-dessus cet environnement 360, vous allez avoir toute la notion d'interaction qui va être rajoutée par le biais de notre plateforme et qui ne demande pas d'être un développeur pour pouvoir ajouter ce genre de choses. Donc on peut vraiment créer tout plein de situations, on a vu plein de cas d'usage différents. Si vous souhaitez en discuter avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre stand S64, je crois, après la conférence. Je ne vais pas rester plus longtemps sur cette partie-là, je pense qu'on va aller sur la partie qui vous intéresse le plus. Michelin, véritable client, grande entreprise, je pense que tout le monde connaît Michelin. Tout le monde a peut-être des pneus Michelin, peut-être pas tous. Mais voilà. En tout cas, vous en avez entendu parler, vous savez ce que c'est. Quelques chiffres très rapidement. On parle d'un groupe international présent dans 177 pays. On parle d'un groupe avec plus de 125 000 employés. Et on parle d'un groupe qui a plus de 123 sites de production.
Ça veut dire quoi comme préoccupation d'un point de vue formation et montée en compétences? Ça veut dire de l'international, ça veut dire énormément de langues, ça veut dire des lieux très disparates de par le monde. Ce qui, quand on parle de montée en compétences et de standardisation de la montée en compétences, devient quelque chose de très compliqué. Michelin nous a découvert, je crois que ça devait être sur un salon, peut-être, nous a découvert en 2019, et en 2019, en août 2019 pour être exact, ils nous ont demandé de venir une journée sur leur site de Clermont-Ferrand. Très joli Clermont-Ferrand, ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile d'y aller. Et on a fait un POC d'une journée. C'est-à-dire qu'on y est allé, on a fait des captations, on a présenté à des opérateurs à quoi ça ressemblait, on a fait tester ce qui a été fait durant la journée. On a fait un premier proof of concept pour vraiment montrer à quoi ça ressemble et ce que ça peut être. Ce qui était très intéressant lors de ce premier proof of concept, désolé pour le clignement, c'est pas moi, j'appuie sur rien. Ce qui était intéressant sur ce premier proof of concept, c'est qu'on a véritablement eu des opérateurs qui sont venus tester. Et quand je vous parle d'opérateurs chez Michelin, ce sont des gens qui sont dans l'entreprise depuis, en moyenne une vingtaine d'années. On avait des opérateurs qui travaillaient dans l'entreprise depuis au moins 30 ans, qui étaient du public plutôt âgé, qui en général sur du digital, ça aime pas trop. Mais quand on leur a montré à quoi ça ressemblait, quand on a filmé, qu'on a montré comment on faisait, il y a eu une vraie appropriation de ça. Je me souviens toujours de ce verbatim d'un opérateur qui travaillait sur une ligne de découpage de gomme. J'ai appris tout le process de création d'un pneu. On apprend plein de choses grâce à ça. Qui me disait, c'est génial parce qu'en fait, je vois juste vraiment ce que je fais véritablement. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise depuis 30 ans et qui en avait marre des Excel pour apprendre une procédure de poste ou qui en avait marre d'un PowerPoint pour lui apprendre des choses sur de la sécurité ou des choses comme ça. Donc, suite au POC, vous prenez toute la partie négociation commerciale, bien entendu. Je ne suis pas commercial, je ne parlerai pas du tout de tout ça. On est arrivé à l'année 2020 où Michelin a décidé de commencer, de prendre une licence Uptail et de commencer un projet avec nous. D'abord, un premier projet qui était un projet pilote sur un environnement pilote. Projet pilote qui a eu lieu sur 7 sites différents, 7 sites français au début, pour déjà commencer à regarder l'appropriation de la modalité sur ces différents sites. Donc, ça a commencé par quoi? Tout simplement une formation. Nous avons formé les équipes de Michelin, nous avons formé les futurs champions de Michelin, donc un représentant pour chacun de ces sites et les représentants formation du groupe. L'idée étant de les former, de leur apprendre tout ce qu'il faut savoir pour créer des expériences en réalité virtuelle et de les accompagner ensuite dans leur création. Mais leur création, c'est eux qui l'ont fait. Donc ils ont commencé à travailler sur leur premier cas d'usage. Ils ont acquis leur premier casque, d'abord des Oculus Quest en mode vraiment test. Chacun des sites a récupéré environ 3-4 Oculus Quest afin de véritablement pouvoir tester, vraiment d'utiliser en réalité virtuelle. Et ils ont commencé à tester vraiment sur population cible, sur chacun des sites, de tester auprès de véritables publics pour voir est-ce que ça prend, est-ce que ça plaît. Voilà, ça a été une première phase de pilote. L'intérêt de la technologie Uptail, c'était qu'on n'est pas que limité au casque de réalité virtuelle. De base, c'est compatible sur n'importe quel type de support. Smartphone, ordinateur, tablette. Ça a amené à des cas d'usage aussi en environnement industriel sur l'utilisation de tablettes ou de smartphones. Et c'est aussi ça qui les a séduits parce que on n'est pas obligé d'avoir des casques de réalité virtuelle pour que le maximum de personnes puissent regarder. Donc première phase de pilote, plutôt positive, ça a été bien acquis. Ils ont commencé à réfléchir sur les cas d'usage. Ça, ce sont les cas d'usage qu'on a pu voir la première année chez Michelin. Vous avez des cas d'usage, on est en environnement industriel, donc vous avez surtout de la sécurité, qualité, production. Ces 3 grandes verticales chez eux sont très importantes d'un point de vue montée en compétences. Donc ils ont travaillé sur des chasses au risque d'un point de vue sécurité, sur tout ce qui est règles de circulation, accueil sécurité dans les différents sites. Sur la qualité, ils ont lancé vraiment des projets sur tout ce qui est notion de verticale qualité, sur tout ce qui est process qualité, qui est très important chez Michelin. Et tout ce qui est production aussi, tout ce qui est mode opératoire, tout ce qui est utilisation des différents postes, etc., etc. Ce sont les premiers sujets qui ont commencé à germer et sur lesquels des premiers tests ont eu lieu. Actuellement, on en est maintenant à environ une 50aine de modules qui ont été créés sur fin 2021, je crois d'ailleurs. On avait une 50aine de modules qui avaient été créés par eux. Et je parle de la première équipe qui a été formée. Deuxième phase, la préparation maintenant de la mise à l'échelle. Ok, ma phase de pilote s'est bien passée, tout va bien.
mais maintenant j'aimerais bien que tout le monde puisse en profiter. Comment on va faire ça? Parce que c'est souvent là qu'est le point de blocage. Donc, il y a eu différentes choses. Premièrement, pour s'assurer que tout soit bien intégré dans les systèmes de Michelin, qu'on ait toute la notion d'authentification, toute la notion de reporting, de données, de formation adaptées à chacune des personnes, il y a eu la mise en place d'un SSO, donc d'un single sign-on, entre la plateforme Uptail et leur plateforme. Ça leur permet d'utiliser leur propre compte. Comme ça, un créateur de contenu, il se connecte avec son compte Michelin, un apprenant se connecte avec son compte Michelin. On va éviter d'avoir trop de comptes différents. Et 2021, ça a été vraiment le début de toute cette notion de montée à l'échelle. C'est-à-dire que les champions de chacun des sites ont commencé à faire monter en compétence les moniteurs de formation de chacun des sites. Parce que sur chacun des sites de Michelin, la formation est assurée par des moniteurs de formation qui sont tous des anciens opérateurs, qui parfois sont encore des opérateurs qui travaillent sur les lignes. Et c'est eux qui sont en charge d'aider à la montée en compétence de tout le public qui arrive, que ce soit des nouveaux arrivants, des intérimaires, etc., etc. Et aussi tout ce qui est notion aussi de, tout simplement de rappel par rapport à toutes les compétences. Pour les accompagner sur cette partie-là, donc ils ont été formés, ils ont commencé à créer par eux-mêmes. Bien entendu, c'était nouveau pour eux, c'était vraiment pour ces moniteurs de formation. L'outil digital est très récent chez Michelin. C'est-à-dire qu'au moment où nous on est arrivé, limite on était un des premiers outils digitaux pour de la formation qu'ils avaient au sein. Maintenant ils ont déployé une plateforme LMS, en toute transparence ils utilisent 360, et ils ont commencé vraiment à faire tout ça en parallèle. Mais donc les moniteurs en eux-mêmes ne sont pas habitués à ça. Rien que faire un PowerPoint, c'était déjà compliqué parce que devoir conceptualiser toute notre donnée de formation concrète et réelle dans un 2D, c'était compliqué. Donc on les a accompagnés avec l'organisation d'ateliers Boost, des ateliers Boost qui étaient organisés sur chacun des sites, où on était là, on les accompagnait en coaching. C'est pas nous qui faisions, mais on était là pour les accompagner en coaching pendant plusieurs jours. Ils étaient focus sur créer des contenus de formation. On était là pour les aider, leur redonner des bonnes pratiques, les faire monter en compétence sur des choses qu'ils ne savaient pas faire ou qu'ils n'avaient pas encore fait, pour qu'ils soient vraiment, qu'ils deviennent experts dans l'utilisation de cette modalité. Ce qui est intéressant par eux-mêmes, ils ont mis en place une vraie communauté Uptail chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un Teams partagé qui leur permet de partager tous les éléments qui sont liés à Uptail, se partager des expériences, se partager des bonnes pratiques, se poser des questions. Il y a un rendez-vous tous les mois qui est fait où nous participons pour répondre à leurs questions, où ils se regroupent et ils discutent entre eux. Et ils ont aussi des événements une fois par an où ils se regroupent pour parler de ça, de ce sujet. Par exemple, on a fait cet événement-là il y a un mois où on s'est tous regroupés sur un site qui était un nouveau site qui se lançait là-dedans pour parler de la digitalisation de l'accueil sécurité intégrant de l'immersif. L'accueil de nouveaux arrivants qui a intégré de l'immersif pour en faire un standard auprès de tout le monde. C'est un des résultats, un des livrables de cette communauté de créateurs Uptail. Et donc, multiplication des démos et nouveaux cas d'usage. D'autres services y sont intéressés sur la partie commerciale, sur la partie marque employeur pour attirer des nouveaux, des jeunes étudiants à venir travailler dans l'entreprise, etc., etc. Croyez-moi qu'ils en avaient envie de celui-là parce que faire venir les gens à Clermont-Ferrand, c'était peut-être un peu difficile. Mais voilà, ça a quand même pas mal aidé. Et donc 2022, la communauté Uptail est très active. Elle est rentrée dans un cadre vraiment, c'est vraiment un rythme de croisière, vraiment très régulier. Et Uptail devient un véritable outil officiel chez Michelin de la formation. C'est-à-dire 2022, le logiciel Uptail a été rajouté aux côtés de la plateforme LMS et des autres outils qui leur permettent de faire de la formation. C'est officiellement un outil intégré chez Michelin. Et donc, ça fait partie des pratiques de formation. Et donc, on en arrive à la phase où ils ont commencé à onboarder de nouveaux sites, commencer à partir vers l'international, commencer à réfléchir plus loin que juste la création de simples modules, mais vraiment sur de la refonte de verticales de compétences. Tout ce qui est onboarding, tout ce qui est production, la formation d'un opérateur qui arrive, ça rentre maintenant dans ce cadre-là et dans cette réflexion-là. Et à l'avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils lancent maintenant sur 2023? Le but, c'est de passer encore plus à l'échelle. Ils ont passé une commande de 300 casques de réalité virtuelle afin d'équiper tous les sites avec au moins 6 casques afin de permettre l'organisation de sessions en réalité virtuelle sur chacun des sites. Et les formateurs sur site sont formés à utiliser ces casques et à animer des formations en réalité virtuelle. Ils commencent à réfléchir et à la création de déploiements de formations standardisées sur étagère, aussi des formations qui sont créées dans un site
pour être standardisé sur d'autres sites, réfléchir ensemble sur comment faire pour gagner encore plus de temps par le biais de templates dans la création de ces formations. Et le déploiement à l'international a bien avancé et continue à avancer, notamment sur la partie Asie, où là par exemple, nous on a appris, je veux dire franchement, on a appris ça, c'est sorti de nulle part. Hein. C'est-à-dire que nous, on pensait qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait, juste on les a rencontrés, ils nous ont dit « Ah bah maintenant il y a la Thaïlande, ils ont utilisé, ils ont fait déjà 20 modules. » Ah, ok, bon, très bien. Ah, tant mieux. Le but, c'est qu'ils s'approprient vraiment ça. Pour nous, un bon client, je vous dirais bien, c'est un client qui ne nous demande rien et qui s'est juste approprié la modalité et qui l'utilise véritablement. Je vous laisse le témoignage d'Arnaud Thébault, qui est vraiment le lead project manager par rapport au déploiement d'Uptail. Hein. L'idée pour eux, c'est vraiment d'utiliser cette modalité immersive, pas que pour remplacer toute la formation, mais pour faire une partie de la formation qui est cette partie vraiment d'appropriation de la compétence réelle et vraiment toute cette notion de mise en pratique. Si jamais vous le souhaitez, nous avons fait un webinaire qui est accessible sur notre site avec justement Arnaud Thébault et vous pourrez voir l'enregistrement pour pouvoir voir son témoignage. Petit exemple quand même, je voulais vous montrer, quand je vous parle de reconception de parcours de formation, ça, c'est le parcours de formation d'un opérateur chez Michelin, de base. C'est-à-dire 3 grandes verticales, production, qualité, santé, sécurité, et 3 moments, l'arrivée sur site, la prise de poste et après la marche courante. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Là où il y a de tout petits trucs, c'est là où ils ont mis de la réalité virtuelle maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se dire qu'il y avait de l'intérêt à mettre de la réalité virtuelle sur chacun de ces éléments-là, sur la partie induction sur site, mode opératoire, formation qualité, formation sécurité. Le but, c'est de faire quoi ? Parcours de formation classique d'un opérateur sur de la formation classique. Vous avez toute une notion de préparation, planning, logistique, etc. Et après, c'est de la formation avec des instructeurs sur site. On est là-dessus. En utilisant l'immersive learning, ils ont réussi à prendre certaines parties, pas tout, mais certaines parties en immersif qui leur permet de gagner du temps, qui leur permet de gagner en efficacité, aussi de gagner des ressources, parce que vous libérez du temps de moniteur pour qu'ils puissent travailler sur d'autres choses. En utilisant l'outil digital, on fait des choses plus courtes également, et on arrive à gagner sur ce temps de formation et sur cette efficacité de formation. Les chiffres maintenant, chez Michelin. Actuellement, ils en sont à plus de 5500 sessions de formation qui ont été faites en VR sur le groupe, sur le chiffre tel qu'on est actuellement. 300 casques qui sont en cours de déploiement actuellement, ils viennent de commencer à les recevoir sur certains sites. 400 expériences de formation en réalité virtuelle qui ont été créées par les équipes depuis 2 ans et 50 sites qui sont maintenant touchés par cette notion d'immersive learning. Et j'ai pas mis le chiffre là, mais le nombre de créateurs de contenu actifs qui utilisent la plateforme pour créer des contenus de formation, on est environ à un peu plus de 40. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça aura été clair pour vous et intéressant pour vous. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Malheureusement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà dépassé un petit peu. Ah, j'ai dépassé. Pardon. Mais je pense qu'on peut prendre éventuellement une question. Moi, je voulais juste faire une remarque. Ce qu'on peut constater, c'est malgré le fait que la solution d'Uptail soit quand même facile à déployer, ça prend du temps. C'est des sujets qui sont complexes et même dans une entreprise qui est motivée visiblement, ça prend quand même beaucoup de temps pour que ces déploiements arrivent à se faire à l'échelle. Je pense que c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait assez peu de personnes qui levaient la main. Le temps de déploiement est forcément long parce qu'on parle vraiment de la logistique de déploiement en elle-même. Le temps de création est facilité par le biais de la plateforme, mais on n'enlèvera jamais le fait qu'en effet, il faut soit penser au scénario de déploiement, et ça c'est quelque chose sur lequel on accompagne en général nos clients, et surtout commencer à déployer, notamment quand on parle de l'international, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte sur cette partie-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a éventuellement une question ? Bonjour, j'ai une question. Donc, du coup, le temps de création de modules, c'est combien en moyenne ? Alors, le temps de création d'une formation, quand on parle sur une formation d'environ 10 minutes en immersif, on va compter que... Alors, ça va dépendre du sujet, bien entendu. Parce que si on part sur des sujets soft skills ou pousser très loin, là, la conception pédagogique prend plus de temps. En moyenne, on considère qu'il y a environ entre 1 et 2 jours de storyboarding pour la création, véritablement, quand on réfléchit. Sur des éléments plus industriels comme ça, c'est plus 2 heures. Parce qu'en fait, on part sur du concret réel, en fait, tout simplement, on prend le réel. Le tournage 360, c'est hyper simple. Ça prend pas plus
pour des formations très concrètes et industrielles, 2 heures, grand maximum. On prend en compte bien entendu la disponibilité des machines et tout ce genre de choses. Sur de la formation plus soft skill ou plus poussée d'un point de vue conception pédagogique, ça peut prendre maximum 1 journée de tournage. Parce que le 360 reste quand même très simple à faire. C'est comme prendre des photos ou des vidéos avec son smartphone en fait. Et après, le temps d'intégration dans la plateforme, pareil, en fonction de la complexité, on va être... Alors sur des formations qui sont standardisées comme ça, ils peuvent faire ça en une demi-journée. Par exemple, on peut avoir une procédure de poste qui peut être faite en une journée complète. La totalité peut être faite en une journée. Sur des formations plus longues de 10 minutes qui vont être poussées sur du soft skill ou des choses comme ça, l'intégration pourra être environ 2 jours. Notamment si par exemple vous intégrez des éléments avec de la reconnaissance vocale ou des choses comme ça qui demandent plus de temps de configuration. Donc en moyenne, on considère qu'une formation de 10 minutes assez complexe d'un point de vue pédagogique, ça vous prend environ 3-4 jours pour le faire. Voilà. C'est une moyenne bien entendu. Il y en a qui prennent plus de temps, il y en a qui me prennent moins de temps. Merci. À quel stand on peut te retrouver ? Alors, on est sur le stand S64, si je ne m'abuse, et c'est mes équipes qui me diront si c'est bon, ils m'ont confirmé. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez voir ce que ça donne véritablement, n'hésitez pas à venir sur le stand. Merci. Merci beaucoup.